Bonjour, bonjour. Donc, je vous propose de démarrer, même si pour l'instant l'Assemblée n'est pas très nombreuse, mais j'espère qu'elle va se garnir. Donc, on va passer un petit moment ensemble à l'occasion de la manifestation des 40 ans de l'école de Grenoble, l'architecture de Grenoble. Et donc, à l'initiative de l'école et appuyée activement par Marianne Veillereau, on a organisé cette rencontre, cette table ronde, avec des architectes qui sont donc des gens qui sont diplômés de l'école de Grenoble et qui ont des parcours qui sont intéressants. Et ce qui nous a importé, c'est de les convier aujourd'hui pour bénéficier un peu de leur regard un peu distancié par rapport à l'école, soit parce que leur diplôme est un peu éloigné, ou alors qu'ils sont dans des pratiques qui sont à la marge un petit peu de la discipline de l'architecture. Donc on les laissera se présenter tout à l'heure et puis on aura un échange avec eux. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à intervenir quand vous le souhaitez. Sachez qu'on avait invité une 5e personne, Gilles Delalex, qui, pour des raisons professionnelles, s'est décommandé à la dernière minute. Donc on le regrette, mais lui aussi, parce qu'il n'a pas pu être présent ce soir. Voilà, je laisse peut-être la parole à Théa qui va partager l'animation du débat avec moi. Donc, bonsoir à tous. Donc, merci beaucoup d'être ici. Merci à Marianne et à Xavier pour toute l'aide pour l'organisation de cette soirée. Merci à vous d'être ici avec nous. Comme Ludovic l'a dit, l'idée c'est de faire dialoguer des anciens qui ont des parcours très différents, qui ont des pratiques de l'architecture très variées, mais qui ont un point commun tous, qui est l'ENSAG. Donc l'idée c'est d'essayer de voir entre le passé, le présent et peut-être le futur, ce qui fait école selon eux, et plus particulièrement ce qui fait notre école. L'idée du coup c'est, vous le verrez, on leur posera certaines questions, mais notre objectif c'est aussi qu'ils dialoguent entre eux, justement pour mettre en avant ces regards différents qui sont tous tout autant remarquables les uns que les autres. Sans plus tarder, je pense que je vais vous passer la parole pour vous laisser vous présenter les uns après les autres. Comme ça, on ne fait pas de fautes malgré nous dans vos présentations. Alors, je ne sais pas qui souhaite commencer, c'est comme vous voulez. Allez. Je m'appelle Naïm Aïtidoum, je suis diplômé de l'ENSAG en 2006 j'habite à côté, voilà, j'habite 2 minutes pour venir à pied ici parce que je m'occupe d'une association à la Villeneuve de Grenoble qui s'appelle Les Films de la Villeneuve, ça s'appelait anciennement Villeneuve-la-Série. Et donc, comme son nom l'indique, c'est donc une structure qui fait du cinéma. Et donc, disons que ma pratique se situe aujourd'hui plutôt du côté de la question du film, que ce soit à la production ou à la réalisation. Par ailleurs, j'enseigne aussi à l'École supérieure d'art de l'agglomération d'Annecy. Bonsoir, donc moi je m'appelle Alexandra Arène. J'ai été diplômée il y a 10 ans, donc de l'ENSAG aussi. J'ai travaillé pendant 6 ans dans une agence de paysage et d'urbanisme qui s'appelle Baseland. Je pense que Franck Poirier était venu faire une conférence il y a 1 an ou 2. Après quoi, j'ai fait le post-master qui s'appelle SPIP en art et politique avec Bruno Latour, et qui est un master qui permet de faire se rencontrer différentes personnes pour collaborer sur des commandes et qui permet d'étendre un petit peu les méthodes de travail. Et maintenant, je fais plutôt des travaux de recherche, également aux frontières un peu de l'architecture, mais aussi des sciences humaines et sciences de la Terre. Et je collabore en projet de visualisation de ce qu'on appelle la zone critique, donc il y a un objet d'étude de scientifiques. On a cofondé un atelier qui s'appelle SOC, donc Société d'objets cartographiques, qui nous permet en fait d'explorer ces questions de visualisation avec différents acteurs. Bonsoir. Donc moi je suis Sylvain Aupin, diplômé en 1994, c'est pas récent. Alors pour expliquer un parcours un peu éclectique, donc j'ai eu d'abord une première pratique dans l'architecture classique privée
pendant une petite dizaine d'années, plutôt en salarié. Et en 2003, j'ai intégré le corps des architectes urbanistes de l'État, au sein duquel j'ai fait plusieurs choses. Alors, comment essayer d'être synthétique ? La première chose, c'est que j'ai dirigé un bureau d'études, le CT Méditerranée, où on faisait des études plutôt en matière d'aménagement et d'urbanisme. Ensuite, j'ai enchaîné une série de postes dans la coopération internationale, donc plutôt avec les grands bailleurs de fonds, plus fort. Voilà, d'accord. Donc, où là, le sujet était plutôt d'aller accompagner des décideurs locaux sur des enjeux de développement urbain. Donc, c'est autant des questions relatives au transport urbain, aux déchets, à l'aménagement, à la planification stratégique. Donc on est un peu loin de l'architecture. Et actuellement, je suis adjoint à la direction départementale des territoires de la mer. Donc c'est une structure de 300 personnes. Vous en avez une dans l'Isère, je pense aussi. Et je m'occupe plutôt des politiques du logement, de l'habitat et de la rénovation urbaine. Et en même temps, du management de 300 personnes. Et notamment en ce moment d'un projet de service. Donc c'est des choses très différentes de la conception de l'aménagement et des politiques publiques, mais ça fait aussi partie du métier. Voilà un petit peu le parcours. Bonjour, Catherine Boisdevet, j'ai été diplômée en 92, donc je suis certainement la plus âgée, c'est plus loin encore que les autres. Alors moi j'ai tout à fait une pratique classique, j'allais dire pas archaïque, mais conventionnelle, avec un parcours qui s'est fait, où je me suis installée assez vite en 96 après avoir travaillé dans quelques agences. Je suis dans les montagnes, je suis à Annecy, même à Alex dans un petit village, donc c'est pas innocent par rapport après à la façon dont on peut travailler par rapport à ce qu'on peut produire aussi. Et puis donc j'ai une agence, une petite agence, et c'est tout à fait classique et pas du tout transversal. Donc je dois être encore, je ne dis pas le dinosaure de l'architecture par rapport à la table qu'il y a là, mais il n'y a pas eu d'ouverture spécifique vers d'autres pratiques et il n'y a pas eu de transversalité. J'enseigne en tant que vacataire de façon assez restreinte à l'école d'architecture de Lyon sur des doubles cursus. Et j'avais avant fait une formation d'art plastique de 3 ans avant de commencer l'architecture ici en DPLG à Grenoble. Très bien. Alors, première question, Catherine, peut-être toi qui as le micro. Question qu'on vous pose. Pourquoi est-ce que vous avez fait des études d'architecture et pourquoi plus spécifiquement à l'école d'architecture de Grenoble ? Alors, spécifiquement à l'architecture de Grenoble, franchement, je ne me souviens plus vraiment. Enfin, il y avait Lyon, il y avait Grenoble, c'était pas un choix. C'était pas un choix. Je crois que Grenoble, à l'époque, quand on demandait, mais c'est vraiment ce que je vais dire, avait meilleure réputation, entre guillemets, que Lyon. Mais vraiment, c'est complètement aléatoire. Hein. C'est vraiment pas fondé. Après, le choix d'être architecte, pour la petite histoire, je suis vraiment le vilain petit canard. On m'avait dit en bac, avec un bac B à l'époque, vous ne pourrez pas faire archi, vous serez trop mauvaise en maths et vous n'arriverez pas avec vos histoires scientifiques, vous n'arriverez pas à suivre. Donc j'ai fait 3 ans d'art plastique à Paris en fait, à cause de ça, et j'ai eu la chance d'avoir un prof qui m'a dit là-bas, il faut que tu refasses archi. Donc j'ai repointé sur architecture. Mais effectivement au départ, quand on m'avait un peu contrariée, la petite histoire fait que c'est assez drôle maintenant que j'enseigne à des doubles cursus qui sont en centrale et qui viennent me chercher justement parce que j'ai plutôt une vision un peu art plastique à la base et moins scientifique et moins synthétique en fait et plus instinctive peut-être. Alors en fait, moi pourquoi j'ai fait des études d'architecture, parce qu'au départ je voulais pas être architecte. Quand j'étais au lycée, je fabriquais des planches à voile, des surfs et neiges, je voulais être designer. Et pour intégrer une école de design à Paris, de mémoire, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, il fallait constituer un dossier. Donc, et moi, je n'avais pas du tout de culture, j'allais dire beaux-arts, donc j'avais des vagues bouts de dessin, des photos de ce que je faisais. Donc j'avais envoyé mon petit dossier très, très mal présenté. Et donc j'avais été recalé et je m'étais dit il faut que je fasse quelque chose pour préparer cette sélection pour entrer dans cette école. Et donc j'étais grenoblois, donc à Grenoble il y avait une école d'architecture. Je me suis dit je vais faire une école d'architecture, comme ça j'aurai 1 an ou 2 pour préparer ce dossier pour entrer dans l'école. Voilà, c'est tout simple.
Je peux juste. Et comment ça se fait qu'après les 2 premières années qui sont censées déboucher un portfolio, vous êtes ah, désolé. Je suis désolée. Je disais comment ça se fait qu'après que le plan a changé, que voilà, après 2 ans vous êtes resté, vous n'êtes pas répartis. Non, il y a une raison objective. Alors d'abord, j'ai eu des enseignants qui ont réussi à me passionner sur l'architecture, donc ça a été une révélation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je n'avais pas forcément l'idée, enfin une envie particulière d'abandonner. Ce qui m'intéressait, ce n'était pas l'architecture en tant que telle, c'était l'acte de concevoir et de réaliser des projets. Et en réalité, avec un peu d'expérience, j'ai réalisé que dans le monde du design industriel, on répondait à des donneurs d'ordre qui d'abord étaient des gens qui faisaient du marketing, et que la capacité d'aller réinterroger l'objet, l'usage, etc. était très limitée. Et à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, j'ai l'impression qu'un petit peu moins, dans l'architecture, on avait le sentiment de pouvoir agir sur le programme, sur l'usage, d'avoir une capacité de proposition de maître d'ouvrage. Et donc, je trouvais que c'était plus intéressant d'être architecte que designer, parce qu'on s'impliquait en amont de la conception et qu'on n'était pas simplement dans un exercice de mise en forme. Et donc, c'est pour ça que j'ai, en 2e année, je pense, décidé de poursuivre dans cette voie qui m'intéressait. Voilà. Alors moi, je ne suis pas de la région grenobloise. Je suis venue à Grenoble parce qu'on m'avait dit que l'école était plutôt orientée art et théorie, en fait. Donc c'est plutôt par le biais des arts et de la philo que je suis arrivée à Grenoble et aux études d'architecture, parce que j'étais intéressée par l'espace, et voilà. Bizarrement, alors que j'en fais plus vraiment maintenant, dès le collège, je voulais être, à un moment donné, je me suis dit que je voulais être architecte. Mais parce que j'avais une pratique, peut-être d'abord une pratique du dessin, un peu comme quand on est enfant, et que ça devient quelque chose d'un peu important dans sa vie de dessiner. Et qu'à un moment donné, j'ai eu cette espèce d'intuition que l'architecture, c'était peut-être l'endroit où il y avait d'un côté la question de l'art qui se posait, donc avec le rapport au sensible, enfin la dimension esthétique qui était vraiment importante pour moi, et en même temps, quelque chose qui relèverait, intuitivement, d'une dimension politique, en fait. Voilà. C'est-à-dire comment, moi c'est quelque chose qui me préoccupait pas mal déjà à ce moment-là, encore maintenant, c'était de dire, est-ce qu'il y a un terrain un peu qui est une forme de jonction de la question esthétique et de la question politique. Et il m'a semblé qu'en fait l'architecture était précisément l'endroit où cette chose-là pouvait se jouer, quoi. Après, pourquoi Grenoble ? Moi je suis grenoblois, et donc il s'est trouvé que pour des raisons essentiellement économiques, c'était plus simple pour moi de rester ici. Et que l'école, j'en entendais parler, voilà, comme d'un endroit en effet où d'un coup on allait avoir à la fois l'apprentissage de ce qui relevait, voilà, de dessiner des bâtiments, puis en même temps une dimension comme ça de cours théoriques, sciences sociales, philosophie, etc., que ça me semblait être un endroit propice, quoi, au questionnement. Très bien. Donc on retrouve des éléments autour de la question de l'art, du sensible ou de l'esthétique, mais aussi des questions politiques et théoriques qui reviennent dans vos discours des uns et des autres de manière différente, certes, mais qui sont quand même présents dans tous les discours. Et du coup, une fois dans la formation à l'école, qu'est-ce qui reste de cette école-là en vous ? Notamment, on va commencer peut-être par les choses les plus simples, les plus matérielles, le bâtiment ou la composition sociale de l'école, l'équipe, les enseignants, etc. Est-ce qu'il reste des choses de ça ? C'est vrai qu'il y a d'abord une découverte d'un lieu, enfin d'un bâtiment, où on met quelques mois, disons, à s'y repérer pour commencer. C'est d'abord l'apprentissage en fait, d'un espace dans lequel, en fait, en effet, on n'est pas tout de suite au clair sur la disposition des lieux, l'agencement, et donc il y a tout un apprentissage, à mon avis, qui fait partie, je pense, de cet apprentissage de l'architecture, qui est de découvrir, en fait, en effet, un lieu. Et ensuite, moi, si je devais parler pour moi, ce qu'il en reste, je dirais plutôt sur les contenus. Peut-être, avant de parler des contenus, c'est d'abord aussi, en effet, la présence d'autres étudiants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se fait une existence dans une communauté avec des gens qu'on ne connaît pas et qu'on va découvrir et dont on va découvrir les singularités. Et après, ce qu'il en reste un peu en termes de contenu, c'est au fond quelques phrases peut-être. Je me rappelle de notre professeur de droit, Liochon, qui avait dit une phrase très forte pour moi, c'était « c'est une école d'architecture, pas une école d'architectes ». C'est une phrase que j'entends encore, c'est-à-dire
Autrement dit, ce n'est pas une école qui vous forme à une profession strictement, mais c'est bien un endroit dans lequel on va réfléchir à un champ disciplinaire ensemble. Et ensuite, c'est peut-être des enseignants qui nous mettent face à des propositions un peu impossibles, c'est-à-dire dans le sens où on n'est pas en capacité a priori comme ça d'y répondre, et de se retrouver en fait face à des choses qui requièrent non pas qu'on mobilise des savoirs que l'on connaissait, enfin qu'on avait déjà et qu'on puisse appliquer en fait dans une situation qui nous était donnée, mais plutôt qu'on trouve par nos propres moyens comment se sortir d'une situation où a priori qui nous est donnée comme une sorte d'impossibilité. Voilà, et c'est cette manière un peu de faire, je crois, qui reste un peu comme ça un élément un peu marquant, ce que moi j'appelle aussi un peu une dimension spéculative, par exemple, de l'architecture. Je me permets juste de rappeler que s'il y a des réactions ou des choses qui ont envie d'être partagées de la salle, on est bienvenus. Vous pouvez, il faut... Si leur sortie de l'école a joué sur l'orientation qu'ils ont choisie. Savoir, je reviens à la question, savoir si la sortie de l'école, le DPLG qui a été passé, sur quel thème, avec quel directeur, est-ce que ça a joué sur la carrière qui s'est passée derrière? On va peut-être, on peut garder la question si vous voulez répondre en même temps qu'avec la question. On allait aborder ce sujet, mais en fait, on avait une approche un peu chronologique, donc du coup, on la reportera un peu plus tard, parce qu'on voulait les découvrir un tout petit peu dans leur... Là, on va trop vite pour nous, parce que... Voilà. Mais on n'oubliera pas de la poser, celle-ci, parce que de toute façon, je pense qu'elle intéresse tout le monde. Non, je peux peut-être répondre à la question aussi parce que moi j'y vois bien un lien en fait entre ce que j'ai pu développer pour le diplôme et puis ce que j'ai choisi de faire après le diplôme. Donc moi j'ai passé un master recherche dans le master édification ville-territoire où je fais un diplôme qui explorait un petit peu les territoires de zone, les territoires en friche, les délaissés en fait ou les ruines. Et après, je me suis orientée dans une agence de paysage et d'urbanisme et d'aménagement de territoire, où finalement la principale préoccupation, c'était aussi le projet de paysage, c'est aussi un projet de friche, de reconversion. Et donc ça a quand même été... le lien s'est fait assez naturellement, en fait. Après, pour ce qui est de la première question par rapport à ce qui reste de l'école d'archi, je crois que ce qu'a dit Naïm était, pour moi c'est aussi le cas, c'est l'aspect collaboratif aussi avec les autres étudiants et apprendre à travailler en groupe en fait et à travailler sur des sujets sur lesquels on n'a pas forcément les réponses, mais on élabore ensemble les questionnements et les propositions. Et finalement c'est ce que j'essaye aussi de faire maintenant, en multipliant un petit peu les collaborations avec d'autres disciplines, dans d'autres champs disciplinaires, et voir un petit peu qu'est-ce que l'architecture peut apporter à d'autres contextes. Bon, alors je ne sais plus à quelle question on répond, mais je vais répondre à la deuxième. Donc, quel est le lien entre le diplôme, la sortie d'école et la carrière? Bon, en fait, moi, mon diplôme, il m'a permis de comprendre que le métier que je voulais, que j'espérais faire, il n'existait pas en réalité. C'est-à-dire que la possibilité de réfléchir à des projets qui, sans pour autant avoir une commande, mais plutôt sur les termes de la commande et en même temps, en réalité, il y avait en France, on a organisé des maîtrises d'ouvrage, des maîtrises d'œuvre, que tout ça est bien cloisonné. D'ailleurs, je crois qu'on n'a pas le droit de faire les deux, et que ça m'intéressait pas trop d'être que maître d'œuvre d'une opération pour laquelle d'autres personnes auraient réfléchi et auraient fait une liste de choses à répondre. Et donc, effectivement, je n'étais pas absolument convaincu de vouloir faire ce métier une fois que j'ai fini mon diplôme. Mais il n'y a pas un lien direct entre le sujet, etc. C'est juste que ce que je voulais faire n'existait pas dans la vie professionnelle. Et, donc, et après, moi, j'ai eu une vraie rupture. C'est que, donc, à l'époque, on avait le service militaire. Et donc, il a fallu... Donc, j'ai été volontaire à l'aide technique et je suis parti très loin. J'ai coupé avec l'école,
avec tous mes amis, dont certains sont dans la salle, avec un certain nombre d'habitudes et dans un univers complètement différent. Et du coup, ça, effectivement, ça m'a permis de prendre de la distance avec une discipline qui reste une passion, mais qui comporte des codes. C'est un milieu particulier, et donc c'est vrai que quand on est dedans, on essaie de construire des réseaux d'amitié, des réseaux professionnels. Et c'est vrai que quand on coupe avec ça, c'est d'abord, un, compliqué d'y revenir, et deux, on voit les choses avec un peu de distance, et donc on se dit qu'il y a peut-être d'autres choses à faire dans d'autres circonstances, avec d'autres gens. Voilà. Donc mais en même temps, j'ai continué à pratiquer pendant quelques années, mais j'ai un peu... à ce moment-là, pris conscience qu'il y avait bien d'autres choses à faire aussi et qui pouvaient être intéressantes, et voilà, plutôt que de s'habiller en noir toute une vie. T'es pas en noir, là? Non, c'est bleu marine. C'est du bleu, justement, ça a légèrement bougé. Un peu foncé. Mais avant, j'avais pas de chemise blanche, j'ai fait gros progrès. En fait, pareil, je vois pas forcément le lien entre le sujet du diplôme et après la pratique professionnelle qu'on a pu avoir. Il s'est trouvé moi je suis rentrée simplement dans des agences, et j'ai exercé tout simplement, j'allais dire, le métier tel qu'il nous semblait l'avoir en agence, et après en se mettant très doucement à son compte, et très très doucement répondant après à des marchés publics. C'est une aventure très longue, assez douloureuse, donc, mais passionnante. Mais effectivement, ça reste dans un secteur et dans une ornière presque très 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 classique du travail d'architecte. Je suis rentrée en 84, donc je ne sais pas, voilà, c'est vraiment très vieux, moi, par rapport à certains. Donc, c'est pas, je pense qu'on n'a pas forcément non plus connu tout à fait la même école. Nous, on n'avait même pas une entrée, on rentrait par un garage, on avait la cafette qui était, on sortait. Donc, l'espace même de Relance-Yonnet n'était pas tout à fait le même, donc c'était encore plus labyrinthique, c'était encore différent. C'est des souvenirs après, effectivement, de rencontres avec des gens, des architectes aujourd'hui aussi, avec lesquels on est toujours en lien, donc ça reste quand même quelque chose d'incidemment très fort. Parce que ces années-là, elles sont tellement importantes après dans notre cursus et dans notre devenir, que c'est des gens qu'on perd jamais vraiment, même s'ils sont loin, même s'ils sont, etc. On arrive toujours à les retrouver, on a toujours le même plaisir à parler d'architecture. Donc, il n'y a pas forcément de relation très, très évidente entre eux. Donc, je reviens un petit peu en arrière, parce qu'on est allé un peu au sortir de l'école, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est un petit peu votre expérience... l'expérience que vous avez eue dans le cadre de l'école. Donc, pour moi, il y a plusieurs dimensions qui sont malgré tout importantes. On a parlé un petit peu de la communauté qui est créée par les étudiants, les architectes futurs. Il y a une dimension un peu d'éducation culturelle et intellectuelle qu'on acquiert ici, puisque chacun arrive plus ou moins vierge de cette dimension à l'entrée de l'école. Et puis aussi d'apprentissages qui sont plus spécifiques, liés à la pratique du projet, qui sont des éléments qui sont propres à un métier, on peut dire. Et je voulais un peu vous entendre sur ces points. Comment est-ce que vous, dans vos parcours aujourd'hui, vous les avez... alors peut-être Catherine, pour continuer, parce que tu as toujours le micro. Toi qui as une pratique, je dirais, on peut dire la plus courante, classique. Et comment est-ce que tu... Alors, on avait une pratique de l'atelier et de l'atelier du projet qui était très forte. Donc c'était quand même très important, on passait beaucoup de temps en atelier, et on a fait des rencontres avec des gens, des profs qui nous ont donné beaucoup de leur temps et de leur passion. Donc c'est très marquant quand on a la chance de rencontrer à un moment donné des gens qui sont généreux dans leur faculté à vouloir nous passionner, à vouloir nous donner des clés pour arriver à s'intéresser à cette architecture. Alors, il y avait tout cet atelier de projet qui était passionnant, et puis, parce qu'avec des gens très investis, et puis il y avait aussi des choses très parallèles qui ne se croisaient pas, qui existaient au sein de l'école, mais qui ne se croisaient pas, avec des tas de possibilités. Il y avait l'atelier terre, il y avait l'atelier bois avec Schneegans, il y avait tous ces gens-là aussi, qui avaient une autre vision, parfois plus large déjà, mais qui n'était pas franchement en interface avec l'atelier lui-même de projet, avec l'atelier lui-même.
Il y a des choses qui nous ont marquées, je sais pas jusqu'où, je ne sais pas vraiment combien de temps vous avez eu encore ces gens-là. Nous, les cours d'histoire d'architecture, je pense que dans les générations, la mienne, des gens comme Kézanne, comme Véry, leurs cours étaient passionnants. Quand ils vous racontaient une histoire sur une ville, quand ils vous racontaient une histoire, c'était quand même des choses qui vous marquaient. On ne pouvait pas... D'ailleurs, on a presque tous nos notes de cours, et si vous interrogez les gens... Alors, bon, je ne sais pas après comment ça a pu être vécu par les plus jeunes, mais c'était des gens qui avaient aussi une très grande envie de nous faire partager cette histoire d'architecture. Et c'est important dans le cursus aussi, l'histoire de l'architecture. Donc c'est vraiment une base aussi, toujours un peu classique, mais sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel on a des repères. Bon, après, on pourra en reparler. J'ai eu la chance d'avoir effectivement un rapport très privilégié avec un des professeurs de l'école et qui m'a soutenu à bout de bras, pratiquement, jusque très tardivement, et vraiment tardivement. Alors, moi, j'aurais peut-être un peu du mal à répondre vraiment à la question qu'est-ce qui me reste de l'école et comment je l'utilise aujourd'hui dans ma pratique professionnelle. Enfin, je le reformule un petit peu comme ça. C'est un petit peu difficile, si ce n'est au travers. Enfin, peut-être c'est plus Non. Je vais dire deux choses pour refaire le lien avec ma précédente réponse. En fait, moi, j'ai fait un diplôme en 1994 sur un site militaire qui se libérait, et donc il y avait un projet urbain à faire. En 2004, donc c'était en Corse, en 2004, c'est marrant, en 2004, donc quand j'étais dans ce bureau d'études, on a été sollicité en tant que maître d'ouvrage pour accompagner la collectivité. Donc le terrain n'avait toujours pas été vendu. Le terrain n'était pas vendu et le sujet était de construire une programmation urbaine et d'accompagner la collectivité pour se projeter dans le devenir de ce site. Donc en fait, la même question a été posée et j'étais dans une posture différente. Et en 2014, la loi Duflot est passée et l'État aujourd'hui est amené à vendre des terrains avec un système de décote financière pour favoriser la production de logements. Et donc c'est une des missions dont je m'occupe aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône. Donc c'est étonnant, mais en réalité, ce sont toujours les mêmes sujets qui reviennent. Il se trouve que je les aborde au cours de ma carrière dans des postures très différentes, mais c'est intéressant d'avoir ça en tête. L'autre élément, c'est que quand j'avais fait ce projet de diplôme, une des choses que j'avais faites et qui m'avait certainement été soufflée par mes brillants professeurs, c'était par rapport à une commande donnée sur un secteur donné, d'élargir complètement le regard et de reformuler une commande à un périmètre et sur des problématiques complètement différentes. Il se trouve qu'aujourd'hui, une des actions que je conduis, donc c'est le financement des projets de rénovation urbaine à Marseille, donc les quartiers nord. Et une des choses qu'on a fait dans les Bouches-du-Rhône, face à une collectivité qui peine à faire du projet, à se projeter dans un processus de transformation d'une grande partie de son territoire, c'est que l'État a choisi de déterminer un peu des attentes ou des enjeux qui conditionneraient les financements que la collectivité pourrait avoir. Et parmi les éléments que l'État souhaite voir repris par la collectivité, il y a de transformer complètement les périmètres de réflexion des projets. C'est-à-dire, on a considéré qu'il ne fallait pas raisonner sur le périmètre des quartiers prioritaires politiques de la ville qui sont éligibles au financement qu'on distribue, mais que le sujet était une réflexion beaucoup plus large sur des secteurs qui avaient une cohérence fonctionnelle à l'échelle du territoire. Et cette posture, avec mes équipes, donc on l'a proposée au préfet qui valide les orientations, c'est comme ça que ça marche au sein de l'État, mais elle a été reprise. Et en fait, cette idée, cette façon d'apprendre les choses, elle vient directement de ma formation initiale. Et elle vient directement de l'enseignement que j'ai pu avoir ici, même si tout ça ne passe pas par du dessin, du projet, etc. C'est une façon d'apprendre les problématiques. Et même si à un moment donné, au cœur de l'été, je me rappelle, j'avais pris une petite feuille A4 et j'avais crobardé sur mon fond de dossier. À la fin, ça s'est traduit par des notes administratives, mais à la base, il y a quand même, une approche des sujets qui vient directement d'un enseignement d'architecte qui a été dispensé dans l'école de Grenoble. Voilà. Donc je ne sais pas si ça répond. Mais
C'était le lien. Monsieur. Alors, je sais plus, la question, elle est un peu loin, du coup. Non, c'était plus trop. Ce que je trouvais intéressant à l'école, c'est la possibilité de partir à l'étranger aussi et d'avoir des voyages à l'étranger. Par exemple, on est parti à Istanbul avec Ayşegül Kankat dans le cadre du master. Et je trouve que c'est quelque chose qui m'est resté en fait aussi, donc cette ouverture culturelle. Sinon, par rapport aux méthodes ou aux outils de l'architecte qui finalement j'utilise aussi maintenant dans le cadre d'autres contextes, d'autres travaux qui ne sont pas directement dans le cadre de la pratique de l'architecture, c'est vraiment les outils de visualisation qu'on apprend en fait en tant qu'architecte. Comment voilà, on répond à des problématiques avec des outils visuels, que ce soit des diagrammes, des schémas ou des images, ou même des plans. Je crois que ça, c'est une dimension que l'architecte peut aussi amener, même si ce n'est pas directement dans un contexte de pratique d'architecture. Oui, pour continuer un peu là-dessus, je crois qu'en fait, en effet, ce qui me reste, c'est l'idée aussi que l'enseignement de l'architecture met un peu la question de la forme, quelque part, un peu comme une question sérieuse et importante. Et c'est pas rien, en fait. Voilà. Déjà, c'est pour commencer, c'est-à-dire... et moi, je le vois dans d'autres expériences que j'ai eues, par exemple, je sais pas, à l'Institut d'urbanisme. On voit bien qu'à un moment donné, la question de la forme, elle est moins au cœur, ou en tout cas, elle ne devient pas l'enjeu en fait central. Moi, je pense que la question de la forme, elle est vraiment importante. Alors après, on disait il y avait comme ça deux parties, c'est-à-dire une partie plus éducation culturelle et intellectuelle d'un côté, apprentissage spécifique de l'autre. Alors, j'en garde deux choses différentes, c'est-à-dire éducation culturelle et intellectuelle. En effet, ça me semble être là où j'ai l'impression d'avoir fait un peu comme des rencontres avec des enseignants. Même si ce n'était pas forcément des rencontres où on se voyait, des fois c'était dans l'amphithéâtre, par exemple, c'est une phrase qui reste. C'est une phrase de Bruno Kezan, par exemple, qui reste en effet, même sur des formules un peu iconoclastes, quand il nous explique qu'en Inde, les architectes ont une formation qui dure 20 ans, qu'à la fin de la formation, ils dessinent un temple, et qu'en fait, ils sont coulés dans les fondations du temple. Et donc, c'est ça, être architecte. Ça, c'est quelque chose qui reste, en fait, au final. Et en effet, dans ces cours, restait aussi l'idée que d'un coup, avec ces histoires de villes, se dire, ah tiens, les villes ont des histoires, en fait, en effet. Enfin, il y a des choses qui dépassent, que la forme porte quelque chose comme, je ne sais pas, un récit ou un rapport au mythe, parce que c'était un peu ça qui l'obsédait. Et puis, on voit là une sorte de rencontre un peu avec... Qu'est-ce que ce serait qu'une philosophie de l'architecture ou des mots qui résonnent beaucoup plus tard comme une histoire architecturale de l'architecture et ainsi de suite. Et puis on découvre aussi d'autres enseignants. D'un coup, qu'est-ce que c'est qu'une sociologie de l'architecture, par exemple, un mot qui semble assez obscur et une pratique qu'on a du mal un peu à cerner tout de suite. Et ça, c'est tous des éléments qui sont un peu des éléments en effet culturels, qui moi me semblent être un peu comme ça, quelque chose d'un peu important et central et qui reste aujourd'hui comme ça, comme quelque chose d'important. Et puis après, ce qui relèverait des apprentissages spécifiques, il faut dire que moi, par exemple, j'ai toujours été un peu pas très à l'aise, par exemple, avec la notion de compétence. Et c'est vrai que j'avais du mal, par exemple, à m'emparer des savoirs qui nous étaient donnés comme directement à impliquer, par exemple, dans la notion de projet. Ces savoirs-là me semblaient être un peu plus difficiles à mobiliser. Alors, ce qui relèverait peut-être de l'apprentissage spécifique, ou en d'autres termes, le projet, puisqu'on a dit souvent que c'était un peu ça qui faisait centralité, en fait, dans l'enseignement de l'architecture, je le relèverais plus comme un apprentissage collectif, c'est-à-dire quelque chose qu'on apprend au contact des autres en atelier, dans une forme moins cloisonnée et moins un rapport de face à face que le cours magistral, et où là, en fait, on apprend surtout des autres, quoi, enfin de ses camarades, c'est-à-dire, en gros, par rapport à une question qui nous est donnée, et comme je disais, souvent, les questions qui restent sont les questions qui sont un peu impossibles, comment, en fait, chacun, dans une communauté un peu à égalité, on amène des formes de réponse, parfois individuellement ou parfois ensemble. Et pour revenir un peu sur la question du rapport entre le diplôme et la pratique,
moi, à un moment donné, ce qui m'a passionné dans l'école d'architecture, c'était le sentiment que les gens étaient là un peu que les gens faisaient un peu des fictions, au fond. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de projet dessiné par les étudiants qui allait être réalisé ensuite. Au fond, on dessine des projets qui sont un peu comme des formes qui sont comme des scénarios ou comme quelque chose qui n'arrivera pas. Donc, ils peuvent avoir un peu le même statut que, je ne sais pas moi, un roman, par exemple, ou une bande dessinée, ou un film. En tout cas, dans mon cas, c'est un peu vers ça que ça va. Et cette dimension un peu comme ça, fictionnelle, fabulatrice, en fait, c'est peut-être ça qui m'est resté. Et en effet, il se trouve que mon diplôme portait sur une échelle de réflexion très très large. Et c'était a priori déjà un peu présent avant, mais nous, c'est vrai que dans nos générations, la question du grand territoire apparaissait vraiment comme un enjeu important. Autrement dit, l'architecture, c'était pas spécialement dessiner que des bâtiments, mais c'était une manière d'aborder le monde qui pouvait permettre d'envisager de répondre à des questions du monde, des questions de société. Et c'était pas mal à la mode à cette époque-là, je ne sais pas où ça en est maintenant, mais de voir qu'à un moment donné, des architectes s'attaquaient à, je ne sais pas, la question de la montée des eaux, par exemple. Voilà, les Hollandais faisaient ça souvent. Et nous, avec Yann, qui est là dans la salle, on s'était intéressé à la question de la Méditerranée. Ça faisait suite à un exercice de projet. Donc on s'était un peu attelé à se dire, mais comment ça fonctionne, au fond, les ports, ce réseau des ports méditerranéens, sans le prendre du côté des villes, qui était déjà quelque chose d'assez travaillé, mais vraiment du côté des ports, en disant, est-ce que les architectes, dans ce rapport des infrastructures, ont quelque chose, peuvent mettre les mains là-dedans. Il se trouve qu'à la fin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a plutôt raconté en effet des histoires sur ce que pourrait devenir le port de Marseille, en se disant finalement, on n'est pas là spécialement forcément pour dessiner des projets, mais plutôt essayer d'imaginer comment ces choses-là vont se transformer. Donc c'est peut-être ce rapport en effet à la fiction qui me reste aujourd'hui. Alors, il reste plein de choses très positives, mais est-ce que du coup, on va dire que vous avez tous gardé des choses très fortes de votre passage à l'école, est-ce qu'il y aurait des choses qui seraient absentes et du coup qui vous ont amené par la suite de faire d'autres types de formations ou d'autres choix qui vous ont amené au parcours que vous avez aujourd'hui, enfin au choix de métier que vous avez fait pour aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui seraient absentes de l'école, des enseignements qui vous auraient manqué? Je sais qu'Alexandra, par exemple, elle a fait un autre, tu l'as dit, un autre master par la suite. En effet, peut-être que, du coup, qu'est-ce qu'il y aurait qui serait absent, qui t'a amené à faire ça? Oui, alors moi le post-master, je l'ai fait après 6 ans de pratique, justement parce que quand on sort de l'école, finalement, on ne sait pas trop qu'est-ce qui manque, parce que je pense qu'il faut expérimenter aussi après l'école des pratiques, les questionnements dans d'autres contextes, mais c'est plutôt après mes 6 ans de pratique où j'ai ressenti un besoin de reprendre, enfin c'est pas vraiment des études parce que c'est à cheval entre, ça regroupe des professionnels donc d'horizons différents, ça peut être des artistes, des vidéastes, des sociologues, des philosophes ou des scientifiques qui travaillent ensemble sur une commande en fait. Et on est un petit groupe de 15 à 20 personnes, donc à SPIP, qui travaillent autour de ça et on élabore ensemble une méthode pour répondre à une question qui est liée soit à un territoire ou soit à une problématique politique. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette formation, c'est donc de rechercher ensemble et aussi une méthode un peu d'enquête ethnographique ou anthropologique qu'on n'a pas forcément à l'école, mais qui pourrait être aussi intéressante à explorer peut-être dans le cas de prospectif. Je sais. Alors, moi, je vais répondre de deux façons à votre question. D'abord, moi, j'ai fait une formation complémentaire qui était une formation obligatoire quand on rentre dans le corps des architectes urbanistes de l'État. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis rentré dans... j'ai fait cette carrière, c'était pour faire cette formation. Mais c'est pour changer de métier, donc c'est encore autre chose. Juste, le point, c'est que ce que je n'avais pas trouvé dans l'école, c'est... en fait, moi, j'étais pas très satisfait de l'enseignement de l'école. Pour tout dire, à partir de la 3e année, j'étais salarié presque à plein temps. Et je me suis construit un cursus pratiquement en alternance. En fait, c'est avec du recul, maintenant on peut dire ça.
où je venais piocher les enseignements qui me paraissaient utiles, et en même temps j'avais une pratique qui m'était nécessaire d'un point de vue économique, mais qui en fait m'a formé au métier d'architecte. Après, il y avait un apport conceptuel qui était indispensable, que je venais chercher à l'école. Mais en réalité, ma formation, c'était les deux. C'était pas l'école d'architecture, c'était les deux. Et j'en suis très, très content d'avoir eu l'obligation de gagner ma vie et de devoir finalement m'organiser comme ça. Parce qu'en fait, je crois que ça a été extrêmement enrichissant pour à la fois appréhender l'enseignement, entre guillemets, théorique avec un peu de recul de la pratique. Et puis, ça m'a appris à travailler, parce qu'il y a deux choses. Il y a de la connaissance à acquérir, et puis il y a aussi dans la vie, il faut apprendre à travailler. Et ça, c'est important. Et le mode de fonctionnement de l'école à l'époque, je ne sais pas s'il a évolué, mais en tout cas, je considère qu'il n'apprenait pas vraiment à travailler. Et la façon dont je me suis organisé m'a apporté tout ça. Et je pense que s'il y avait une réflexion à avoir sur l'enseignement aujourd'hui, je trouve qu'un système d'alternance, plus que des stages qui se font de temps, à mon sens, ça serait très utile. Alors la formation complémentaire, quelque part, je l'avais fait un peu avant, parce que j'ai fait 3 ans d'art plastique, où je m'étais vraiment beaucoup plus intéressée à l'art qu'à l'architecture. Donc les 3 mois où j'ai repris archi, ça a été très douloureux de me remettre dans une rigueur. Parce que j'avais envie d'avoir beaucoup plus de champ de liberté. J'étais tombée aussi sur mon atelier en première année sur un prof très rigoureux qui m'a après beaucoup donné, mais Gilbert Pau, c'était quand même pas non plus au départ d'une très grande fantaisie et d'une rigueur suisse. Le seul Suisse qui passait la frontière dans le mauvais sens pour vivre travailler en France. Aussi, fantaisie ici, quand même. Fantaisiste, oui, pour boire le Lynch Badge et tout, mais il m'a tout appris. Il y a des Suisses qui sont beaucoup plus... Oui, parce qu'il était déjà genevois. Mais au départ, les 3 premiers mois, quand tu as fait 3 ans d'art plastique et que tu rentres avec Gib, et qui veut un trait impeccable, millimètre, et que tu recommences et tout, je dis, mais c'est pas possible, moi je veux pas... Voilà. Après, comme je dis, j'ai jamais arrêté l'école quelque part jusqu'à son décès, puisque j'ai été incapable intellectuellement de rendre un concours sans aller lui montrer. Pour vous dire l'emprise de l'école. L'emprise de Gilbert Pau. Et de Gilbert Pau. Mais ça aurait pu être peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas. En tout cas, à un moment donné, il y a des rencontres, effectivement, dont on ne se débarrasse pas comme ça. Ça a été un vrai soutien et ça a été une formation en continu. Donc, c'est vraiment un peu particulier. Mais même aujourd'hui à l'agence, je pense qu'il n'y a pas une semaine où, quand je rends un concours, je dis « Ouh là là, alors là, le Djibounet ne serait pas du tout content. Hein. Alors là, heureusement qu'il n'est pas là et qu'il ne voit pas que c'est moche. » Et le « c'est moche », entre guillemets, cette autocensure, ce regard critique, comment on s'est installé sur le site, comment on a fait, etc. Même si on est conscient qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire, cette conscience-là, elle vient de notre enseignement. Elle vient de ce qu'on nous a essayé de nous donner classiquement dans les fondamentaux qu'on avait il y a longtemps, hein, il y a très longtemps. Mais dans cet exercice du projet, et effectivement, c'est plutôt quelque chose de continu. Peut-être vous l'avez peut-être un peu abordé, mais l'approfondir, les premiers moments professionnels avant des réorientations ou des compléments, après, au sortir de l'école, peut-être que si vous pouvez nous dire un mot, ça concerne beaucoup les étudiants qui sont ici, c'est-à-dire que cette confrontation entre parfois la difficulté du monde professionnel avec toute la qualité, la liberté qu'on va avoir dans une école d'architecture, c'est quelque chose qui est fort. Donc, comment est-ce que vous l'avez vécu ? Ce que je vais dire, c'est pas très orthodoxe, c'est pas très grave. Oui, moi, c'est vrai qu'en sortant de l'école, moi, et même avant d'être diplômé, en fait, on commençait déjà avec mes amis à travailler et ensemble et pour d'autres personnes qui étaient des architectes, parfois nos enseignants. Donc moi, j'ai un peu tout de suite été comme ça dans un bain, un peu en effet d'activité. Et j'ai été à l'ordre des architectes quelques mois, travailleur indépendant, puis auto-entrepreneur, et ainsi de suite. Enfin,
J'ai pas été salarié, je crois, d'une agence, peut-être une fois, sur un CDD, je ne sais plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, pour le dire très précisément, je crois que moi, ce qui m'a dévié du métier d'architecte, cette fois-ci, que je distingue quand même assez franchement de la culture architecturale, qui à mon avis, même s'il y a un rapport entre les deux, c'est quand même deux choses un peu différentes, d'où le fait qu'en effet, on marche sur deux pieds, donc l'un va pas sans l'autre d'une certaine manière, mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai vite compris qu'à un moment, pour le faire, pour être architecte au sens conventionnel du terme, ça voulait aussi dire se plier à une certaine, je dirais un certain format juridico-économique, une certaine manière de pratiquer, comme on dit en libéral, et donc relativement cette pratique du métier professionnel relativement homogène aussi à une forme d'économie dominante qu'on n'a pas besoin de citer. Et ça, pour des raisons d'engagement, à un moment donné, j'étais pas tellement très content comme ça de me dire, tiens, finalement, enfin, je trouvais qu'il y avait un rapport un peu pas très intéressant pour moi, entre ce que j'imaginais de ce que c'était que l'architecture comme monde de pensée et le fait de le pratiquer via une forme juridico-économique qui me semblait pas me convenir à moi, en tout cas, voilà. Alors, il y avait d'autres possibilités, par exemple enseigner ou la recherche, ou bien, je sais pas, être, par exemple, plutôt du côté la maîtrise d'ouvrage, etc. Ça, je l'ai pas fait. Par contre, enseigner la recherche, je l'ai un peu fait aussi. Et puis, à un moment donné, il y avait une autre possibilité, un peu étrange, qu'on a décidé de faire avec des amis, c'était de monter une association. Voilà. Et je pars vraiment des formats comme ça, parce que je trouve que l'organisation du travail, c'est vraiment important. Et en fait, je crois que c'est parce qu'on est aussi passé par cette forme associative qu'on s'est mis à faire un peu autre chose. Parce qu'en fait, en faisant une association, il y avait plein de choses qui nous étaient interdites en tant qu'architecte. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, en fait, en gros, être concurrentiel vis-à-vis des agences d'architecture, par exemple. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'en creux, ce que ça nous montrait, c'est qu'en effet, il y a quand même un rapport concurrentiel entre les architectes. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qui, moi, me heurte un peu. Enfin, c'est pas un truc avec lequel je suis spécialement à l'aise. Alors, du coup, d'un coup, si on était en association, qu'est-ce qui nous restait, en fait? Il nous restait justement autre chose que la pratique conventionnelle. Et on était amené à rediriger nos intérêts d'architecte vers d'autres formes. Des formes peut-être plus liées à des choses plus événementielles. En fait, on s'est déporté petit à petit vers ce que j'appelle, moi, le champ de la culture au sens plus large. D'un coup, nos interlocuteurs, ça pouvait être pour un festival ou pour un centre d'art et ainsi de suite. Et en fait, je pense que c'est par ce biais, en fait, en réalité, que moi, ma pratique s'est déportée petit à petit de l'architecture au sens classique du terme vers autre chose qui serait le cinéma maintenant. C'est, je pense, une réflexion sur, ou en tout cas une peur de me confronter à une forme de travail auquel je ne croyais pas spécialement. Néanmoins, même faisant des films aujourd'hui, je pense que l'architecture reste quand même quelque chose de fondamental, en fait. Ça n'empêche pas, en pensée, pas forcément professionnellement. Donc là, c'est un peu ce qui heurte après l'école, le passage difficile. Oui, moi en fait après le diplôme, donc j'ai fait mon année HMO, donc mise en situation professionnelle. Donc c'est là où je me suis heurtée à la pratique vraiment de bâtiment et de réponse à un concours. Ce avec quoi j'étais un peu mal à l'aise, c'est le fait qu'on nous donne un programme déjà préétabli et qu'on n'a pas forcément de marge de manœuvre pour en tout cas dans les bâtiments un peu classiques, de possibilité de réinterpréter ou bien aussi d'aller un peu plus loin dans la modification de l'urbanisme ou du paysage adjacent. Donc c'est pour ça que après mon HMO, je me suis plutôt orientée dans une agence de paysage et d'urbanisme parce qu'on avait la possibilité de proposer d'autres usages et aussi que finalement le projet n'était pas une forme finie, mais parce
parce qu'on on travaille sur le végétal, on travaille sur des temporalités beaucoup plus longues. Et finalement, c'est plus ça qui m'a intéressée, plutôt que d'aboutir à quelque chose de figé en quelque sorte. Mais bon, c'est une interprétation. Une petite prise de parole dans l'Assemblée, n'hésitez pas. Hein. Non, c'était juste une question à propos du contexte de l'école d'archi dans son quartier, en commençant par qui vous voulez, en terminant par Anaïs peut-être. Parce que j'aimerais bien vous entendre sur qu'est-ce que vous avez fait de ça. Ça a donné quoi d'être dans une école d'architecture qui avait ce parti urbain et qui racontait quelque chose sur son inscription dans son quartier. Qu'est-ce que vous en avez fait et qu'est-ce que maintenant, avec votre recul, vous pensez qu'il faudrait en faire de cette opération-là? C'est-à-dire de rester en ville, pour pas rejoindre vos collègues universitaires sur le campus. Personnellement, j'ai pas trop le souvenir d'un impact particulier du bâtiment sur mon cursus ou du quartier. Je crois que ça, c'est des débats qu'on peut avoir quand on est dans l'école, mais en réalité, avec du recul, c'est pas très grave. Je sais qu'à Marseille, il y a un sujet comparable, parce qu'on travaille dessus. Actuellement, on a une école d'architecture qui est complètement excentrée, qui va être regroupée en centre-ville au sein de l'opération Remède, et qui va faire l'objet aussi d'une fusion avec un institut d'urbanisme et une école du paysage, même si ça, c'est pas encore complètement calé. Je trouve que c'est plutôt intéressant de réfléchir au rapprochement des écoles d'architecture avec le monde universitaire, à mon sens, et avec d'autres disciplines, plutôt que sur l'espace de l'école lui-même, qui, à mon avis, pas trop de... je ne suis pas sûr que ce soit très important. Voilà. Par contre, d'avoir une transversalité avec d'autres disciplines, avec d'autres étudiants, sortir de ce monde qui est quand même très fermé sur lui-même, le monde de l'architecture, des architectes et des écoles, je pense que ça serait intéressant. Oui, alors moi, c'est pas pour la situation contextuelle, qu'est-ce que j'en ai fait bon, mais moi, je connaissais la Villeneuve, et là, on parle vraiment de la situation dans le quartier. Moi, je connaissais la Villeneuve avant d'étudier à l'école d'architecture. L'école d'architecture nous a amenés, surtout avec le Cresson, je pense, c'est surtout parce que le labo avait beaucoup arpenté en fait la Villeneuve, puisque même fondamentalement le Cresson arrive après Pas à Pas, qui est une étude au sens strict de la manière dont on circule à la Villeneuve, à pied. Et donc, c'était il y avait le Cresson qui nous envoyait faire des sortes d'enquêtes de terrain sensibles sur le quartier de la Villeneuve. Donc, ça nous amenait comme ça dans une sorte de rapport au quartier. Et puis, on sentait bien, même si ce n'était pas très explicite, que certains enseignants de l'école avaient participé au projet en fait, de la Villeneuve, étaient plus ou moins liés en fait, à ce projet de grands ensembles, disons, un peu singulier du sud de Grenoble. Mais ça restait quand même quelque chose d'assez flou. J'ai pas eu le sentiment spécialement, enfin, à part par quelques portes, que l'école était spécialement ancrée, par exemple, dans le quartier de la Villeneuve. Par contre, le fait qu'elle soit située là, comme ça, quand j'y repense, ce que ça créait, c'était des formes de déplacement. C'est-à-dire que d'un coup, pour y venir, en effet, il fallait traverser, il fallait prendre le tram, traverser un peu la ville, du coup, voir d'autres formes d'urbanité. Et peut-être qu'inconsciemment, ça joue, ça imprègne quelque chose de se dire, il n'y a pas que le centre-ville de Grenoble, il y a aussi des quartiers périphériques et puis des endroits où, en effet, le centre-ville devient ces grandes places, en fait. C'est pas une place publique canonique, telle qu'on la connaît, telle qu'on la comprend. Mais c'est vrai que l'école, en effet, agissait comme un milieu assez clos. Dans le sens où, moi, quand j'y étais, on y vivait toute la journée, on y mangeait le midi, on y buvait des bières, et voire même, dans certains cas exceptionnels, on y dormait. Donc, non, c'est vrai. C'était quand même, c'est d'abord comme une sorte de ruche ou de fourmilière, comme une forme de société en soi. Et en effet, moi quand j'y étais, il y avait 1000 inscrits, je pense qu'il y avait plutôt 500 étudiants en temps réel dans l'école, mais ça fait déjà un petit monde, quoi. C'est un petit village, quoi. Voilà. Un petit village
Alors, il y a un geste, je pense que de l'avoir placé là, c'est pas rien, mais est-ce que ça engage... Et puis voilà, et c'est vrai que le quartier de la Villeneuve, on le voyait un peu comme un truc assez un peu monstrueux à côté. Bon, il se trouve que c'est resté, moi j'y habite et j'y travaille maintenant. Mais c'est peut-être plus parce que, via l'école d'architecture, j'ai compris c'était quoi en fait l'intérêt de ce genre de quartier. C'est-à-dire, en gros, je pense que j'aurais pas d'amour inconditionnel pour l'architecture en béton aujourd'hui si j'avais pas fait 6 ans d'archi, évidemment. Et je le comprendrais pas. Je trouverais la Villeneuve moche, par exemple. Voilà. Je pense que ça, par contre, cette sensibilité à une certaine forme architecturale, c'est pas rien. Et là encore, moi, si je compare à mes expériences d'enseignement en urbain, par exemple, je suis désolé de citer à nouveau l'Institut d'Urbain, on voit bien qu'à un moment donné, il n'y a pas cette culture-là et que des gens peuvent se dire ah, la mairie de Grenoble, il paraît que c'est la plus moche de France. J'ai entendu ça de la part d'étudiants un coup. Puis on se dit, bah quand même, c'est bizarre, c'est quand même un bâtiment intéressant. Donc c'est peut-être plus cette forme de sensibilité, en fait, à certaines formes architecturales. J'aimerais juste, peut-être que Catherine, sur la question précédente qui concernait un peu le sortir de l'école, toi qui, tu disais, t'es mis à ton compte assez rapidement. Peut-être que tu nous racontes un petit peu cette histoire-là, c'est-à-dire qu'à ton époque, où la formation professionnelle, enfin de caractère professionnel à l'école était moins forte qu'aujourd'hui, lancer dans le grand bain, la difficulté d'être à son compte était assez forte. On savait rien faire. En arrivant en agence, on avait plus de chance maintenant parce que on trouvait peut-être un peu plus facilement du travail, mais on n'était pas du tout formés à travailler. On était déjà très, rêveurs dans le sens où on pensait qu'on allait nous donner bientôt une bibliothèque à faire ou un grand musée. Où, voilà, on partait sur des... Alors que... Comment ? Aéroport non, même pas, mais un musée, voilà, par exemple. Voilà. Donc, comme un exercice qu'on avait fait en atelier, et on n'était pas du tout dans la pratique. Donc, effectivement, l'école, c'est le moment où il faut réfléchir, c'est le moment où il faut avoir le temps de se poser des questions, où il faut avoir le temps, justement, d'acquérir ce sédiment, d'acquérir ces couches successives dans lesquelles on va pouvoir puiser après dans notre pratique. Mais quand on sortait dans les... Bon, moi, j'ai tout de suite aussi travaillé en agence. Donc, en fait, je séchais un peu le vendredi, puis j'allais travailler le week-end, jeudi, vendredi, enfin, voilà, pour arriver un petit peu à mixer. Donc, j'ai fait tout et n'importe quoi, mais vraiment, absolument, des choses très, très variées. Avec le recul, j'ai eu la chance qu'on me laisse beaucoup faire du calcul d'études et du concours et voilà, et des choses comme ça, et de pas trop tout de suite me coincer dans toutes les phases après qu'on doit acquérir sur la mécanique du projet en lui-même et sur la mécanique du chantier public. On commence tous par des petits projets. Hein. On commence par, quand on se met à son compte, c'est parce que quelqu'un nous a tendu la main. Moi, ça a été un ami photographe, ça a été un maçon qui m'a demandé un entrepôt et qui nous fait passer le pas pour s'inscrire à l'ordre, parce que sinon on n'ose pas, etc. Et puis après, petit à petit, c'est d'aller courir pour arriver à avoir 6 logements publics ou même... donc c'est lent. Et puis on avait une acquisition qui était uniquement sur le terrain. Et je crois qu'au fond, alors moi par rapport à toi, je crois qu'heureusement, parce que si on m'avait mis tout de suite dans la pratique d'aujourd'hui avec toutes ces contraintes et effectivement des choses très très figées au niveau du programme, au niveau du maître d'ouvrage, au niveau du budget, au niveau des délais, etc., c'était quand même un sacré coup dans nos rêves et dans ce qu'on avait au départ aimé dans l'architecture. Dans l'enseignement, moi j'ai la chance d'être en première année, c'est formidable parce que c'est retourner à nos fondamentaux, c'est des bulles d'air dans le cerveau énormes qui nous font nous réapproprier la culture, qui effectivement, par moment, dans la rapidité, dans les contraintes dont on nous demande aujourd'hui de produire des projets, on pourrait un peu vite les perdre. Donc ça s'est fait vraiment comme le petit pousset, hein, comme le petit pousset qui remplit tout doucement son sachet de cailloux pour arriver à avoir un peu plus d'épaisseur et pouvoir un petit peu répondre doucement à des projets un petit peu plus gros à chaque fois, ou plus petits d'ailleurs, mais arriver à accéder à la commande. Accéder à la commande, c'est quand même comment dire,
c'est pas si facile pour les étudiants là aujourd'hui, hein, c'est pas voilà donc mais ils sont quand même un peu plus armés qu'on l'était. Enfin, moi franchement, si on n'avait pas travaillé en agence quand on sortait de l'école, c'était quand même un choc. C'était vraiment un choc. Peut-être sur ce point, je vais transmettre ce qu'on m'a transmis quand j'ai passé mon diplôme. C'est-à-dire qu'un des membres de mon jury, Jacques Briglio, m'avait dit à la lecture de ton diplôme, j'ai l'impression que tu es quand même bien passionné, que l'architecture t'intéresse. Il m'avait dit, écoute, si tu aimes vraiment l'architecture... non, mais il m'avait pas dit ça. Il m'avait dit, trouve-toi les moyens de vivre pour pouvoir après faire de l'architecture. Et en fait, très vite, j'ai appliqué ce précepte et j'ai dissocié mon intérêt pour la discipline du métier. C'est-à-dire que le métier, très vite, ne m'a pas intéressé. Les agences, les charrettes, mal payées, enfin à l'époque, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais tout ça ne m'attirait pas vraiment. Et pour autant, j'avais pas du tout de désamour pour la discipline. Et donc, dans mon parcours professionnel, j'ai tenté de maintenir cette ligne de conduite, c'est-à-dire que il se trouve que ma femme est architecte, donc parfois je suis embauché pour faire des petites charrettes, j'adore prendre mon petit calque et faire un petit croquis, donc je le fais parce que ça m'intéresse, parce que ça me plaît, mais en réalité je gagne ma vie autrement, et c'est ce que j'ai appliqué dès mon premier boulot. En fait, quelques mois après mon diplôme, où j'étais dans une réflexion où on cherchait à faire un peu de poésie sur du projet urbain, j'ai tout de suite travaillé dans une banque à faire de l'instruction de prêts pour des projets immobiliers, mais en essayant d'améliorer la qualité des projets. Mais en réalité, c'était deux choses complètement différentes et ça ne me gênait pas en tant que tel. Voilà. Et je suis encore dans cette logique-là. Et je crois que quand je disais que le métier que j'avais envie de faire, j'avais pris conscience qu'il n'existait pas, c'était ça. C'est-à-dire que j'avais pris conscience que je ne pourrais pas gagner ma vie et en vivre, et que je n'avais pas d'autres sources en faisant des projets que j'avais envie de faire. Donc voilà, je me suis organisé autrement. Très bien. Il y a une question. Il y a une petite question que je n'ai pas vue. Oui, bonsoir, moi j'ai une question dans le rétroviseur, j'ai une question par brise. C'est la prospective. À partir de là où vous en êtes aujourd'hui, de vos métiers, la façon d'exercer, de pratiquer les acquis de l'école en trajectoire singulière, comment vous voyez évoluer, c'est-à-dire se décomposer, se recomposer la question de l'architecte dans la société. Traditionnellement, on est sur la maîtrise d'œuvre, de bâtiment. Là, il y a 4 parcours où je passe très largement cet exercice, cette pratique. Pour autant, vous êtes tous architectes et vous faites acte d'architecte suivant l'architecture. Mais comment vous pouvez projeter? Parce que je pense que c'est intéressant pour les ADE aujourd'hui, qui vont tous sortir dans des conditions complètement différentes de celles que vous avez vécues, de pouvoir aussi se projeter sur un avenir de la profession, ou du moins des possibilités prospectives d'exercer, de valoriser ce qu'on a fait. Je ne sais pas si c'est une question claire. Oui, peut-être juste avant de répondre, je repense à qu'est-ce qui manque. Je le dis très vite, ça rejoint un peu les récits précédents. Peut-être il y a juste un truc qui manque à l'école d'architecture, c'est ne pas uniquement, ce serait ne pas regarder uniquement l'architecture prestigieuse des auteurs. C'est-à-dire, moi j'ai découvert assez tardivement. Moi j'adore marcher à Grenoble et je trouve qu'à Grenoble il y a une architecture de logement notamment des années 50-60. Je ne parle même pas de celle qu'on connaît déjà, qui est reconnue un peu comme patrimoine, type championnet, etc. Non, celle qui est plus tardive, qui est vraiment une architecture de logement assez standard, mais vraiment très très belle, quoi. J'ai des vraies émotions esthétiques en les voyant, et je me dis ça c'est dommage, c'est quelque chose que... Et je pense qu'en effet, si les étudiants étaient peut-être plus sensibles à parfois des formes plus banales et moins signées, mais qui sont vraiment belles, quoi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se transformerait, peut-être ça commence un peu à répondre à la question, mais quelque chose qui se transformerait
du côté de la pratique, où en effet on n'attendrait pas forcément d'avoir une commande prestigieuse pour être satisfait en fait de ce qu'on est en train de faire. Après, sur la question de l'architecte dans la société, en effet, on voit que moi j'ai le sentiment que c'est ça, c'est la question de l'architecte dans la société. C'est-à-dire que il me semble que l'architecte n'est pas voué uniquement à avoir un travail libéral en agence. C'est-à-dire qu'il peut être aussi un acteur, il peut œuvrer en tant qu'architecte en parlant, en fait, en étant actif sur d'autres formes ou d'autres médiums qui prolongeraient en fait la question architecturale. On voit bien qu'à un moment, il y a eu des émergences. En fait, dans les années 2000, par exemple, c'est l'émergence de la question des collectifs. Comment des collectifs d'architecture... moi, j'ai fait partie un peu de ce moment-là, en fait, on va dire. Mais comment, d'un coup, c'est la question des collectifs d'architecture. Et comment elle revient par la bande. Aujourd'hui, Pavillon de Venise, le prochain, c'est un conglomérat de collectifs d'architectes, en fait, qui prennent place et qui déterminent, en fait, qui redéterminent des formes... qui étaient émergentes, auxquelles ils donnent corps, etc. etc. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il faut que la question reste, en tout cas, suspendue. C'est-à-dire, moi, ce que j'aurais peur, c'est que les écoles d'architecture soient tellement obsédées par la question professionnelle, la question professionnalisante, qu'elles forment finalement des étudiants qui seraient homogènes à la profession telle qu'elle existe aujourd'hui. Or, des étudiants qui sont là aujourd'hui doivent réfléchir à une pratique professionnelle qui sera là dans 10 ans, et peut-être qu'ils vont faire des choses qui seront effectives encore 10 ans après. C'est ce qu'on disait, nous. On disait, mais nous, on réfléchit avec peut-être des outils, quand on est étudiant, en 4e année, on réfléchit avec des outils qu'à un moment donné, si 10 ans après on accède à la commande, qu'on va dessiner des choses qui vont mettre 10 ans à se construire, ça veut dire qu'il faut qu'on ait déjà 25 ans d'avance, un peu, quelque chose comme ça, quoi. Et donc j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut ouvrir, c'est-à-dire que moi, je préférerais que la profession soit modifiée par les écoles, plutôt que l'inverse. Moi, je pense qu'il y a plus d'invention, il y aurait plus d'invention dans ce sens-là. Je pense qu'a priori, les jeunes gens sont en prise avec leur temps et sont en capacité de réinventer, en fait, la question de c'est quoi un architecte, en fait, au fond. Et donc, ce qui doit rester, à mon avis, comme étant la question active des écoles d'architecture, c'est quoi un architecte, auquel il n'y a pas de réponse. Même, il y avait des débats. Moi, je me rappelle, j'étais étudiant, représentant, je sais pas quoi, je me retrouvais au conseil scientifique et tout le monde parlait, les profs, autour de la table. Il y avait toujours la question, c'était le point Goldwyn, c'est à un moment donné, c'est quoi l'architecture? Et personne n'était d'accord. Et c'est ça qui est intéressant. Et moi, c'est plutôt ça. Je me dis, c'est déjà très hétérogène et ça va encore bouger. Et je pense que la question, elle doit être dans les écoles. Elle doit être surtout dans les étudiants. Enfin, je pense. Bon. Moi, je trouve que la question que vous posez, c'est une question centrale, mais je ne la formulerai pas de la même façon. Ce n'est pas la place de l'architecte. En fait, il y a la discipline de l'architecture, donc, qui a son autonomie dans la façon dont on peut analyser, et après, il y a la question économique de l'exercice de la profession d'architecte. Et ça, c'est un autre sujet. Et je pense qu'il faut... donc c'est vrai qu'on peut avoir... Si on le regarde à l'échelle nationale, on peut être que pessimiste, parce qu'en réalité, l'architecte ne cesse de perdre du pouvoir dans la société par rapport à l'ensemble des équipes de maîtrise d'œuvre, aux grands bureaux d'études, à la façon dont la commande publique est organisée. Ça, c'est sûr. Par contre, si on regarde maintenant, si on élargit à la façon dont sont organisées les agences d'architecture à l'international, ça peut être... intéressant, parce qu'en fait, je pense qu'il y a des modèles, des pratiques en France qui sont liés à la loi de 77, à l'obligation du recours à l'architecte, aux modalités de concours, etc., qui ont généré des agences de taille moyenne, pas forcément ouvertes, enfin, centrées sur la partie maîtrise d'œuvre d'architecture. Et il y a peut-être des modèles complètement différents à repenser. Alors, je ne suis pas le mieux placé pour... j'ai pas la plus grande expérience là-dessus, mais il me semble que c'est là où, en France, on a une limite. C'est-à-dire que l'agence de taille moyenne, je pense que son avenir est difficile, quoi. On a du mal à se projeter là-dedans. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des perspectives pour faire de l'architecture autrement, dans des structures différentes, etc. Mais ça va être long, hein, faut pas vous affoler. Hein.
Non, mais je ne sais pas, mais en fait, au plan international, on a des grands groupes d'ingénierie qui intègrent toute une série de compétences. On voit même maintenant la maîtrise d'œuvre, c'est des groupements, parce que c'est des groupements de petites... Et tout ça, c'est quand même des organisations... Non, mais c'est pas négatif ce que je dis, c'est juste que c'est un schéma qui est français, et qui, à mon sens, ça fait 20 ans que les architectes ont des difficultés quand même globalement, la profession ne cesse de perdre en revenus, donc je pense que là, il y a une vraie réflexion à avoir. Et du point de vue d'une école, à mon sens, ce qui est absolument fondamental, c'est de décortiquer les projets qu'on montre aux étudiants pour expliquer ce qu'il y a derrière. Moi, ce qui me frappe la plupart du temps dans les projets, c'est qu'on n'explique jamais le contexte de la commande, comment vit l'architecte derrière qui produit, quel est le maître d'ouvrage. Je veux dire, la plupart du temps, les choses exceptionnelles, c'est des situations exceptionnelles. Et en réalité, on ne veut jamais expliquer que ce qu'on regarde, c'est quelque chose qu'on n'aura certainement jamais l'occasion de faire, ou très rarement. Et si on l'a, c'est super, mais en fait, l'essentiel de l'activité, c'est des choses plus basiques. Et donc ça, c'est fondamental, de comprendre qu'il y a un lien direct entre le contexte économique de la commande et la forme architecturale. Ça, au niveau d'une école, ça, c'est important. Voilà, moi j'étais passionné quand j'étais à l'école d'architecture, j'étais passionné. Glenn Murcutt, son père était entrepreneur, il travaillait avec sa femme tout seul, il passait des heures à faire ses détails tout seul dans sa cuisine. Bon, c'est génial, mais c'est pas un modèle à avoir pour produire, quoi, et pour en vivre. Donc c'est ça qu'il faut expliquer aux gens, aux étudiants. Je vais quand même réagir aussi pour pas trop les démoraliser. Non, mais c'est pas négatif. Il y a des choses, on peut aussi avoir beaucoup de plaisir en faisant des choses ordinaires. Voilà. En faisant des choses qui ne sont pas spectaculaires, en faisant des choses qui sont relativement modestes. L'acte de bâtir, c'est quand même quelque chose. C'est construire, quand on part de notre trou, notre fondation, qu'on a déjà mis 1 an d'études, c'est vrai, à batailler avec un maître d'œuvre, etc. Il y a quand même, dans la construction, dans le sens d'abriter un usage, d'abriter des gens, d'abriter de la vie, il y a quand même quelque chose qui se passe. On peut, et même si c'est un petit programme, et même si c'est une petite chose simple, même si on ne la trouve pas remarquable, même si elle est en deçà de notre sensibilité, parce qu'on a toujours une sensibilité qui est bien au-delà de ce qu'on est capable de produire, et c'est bien ce qui nous rend parfois un peu malheureux, mais c'est quand même une aventure passionnante. Et effectivement, il y a dans les grosses agences, et notamment dans les anglo-saxons, les archis sont intégrés sur des plus grandes structures. Et l'archi libéral avec 10, 15 personnes, 5 personnes, etc., effectivement, vont certainement, dans un temps assez long, passer à disparaître. Mais dans les petites communes, ils ne vont jamais aller chercher non plus des grands architectes, ils ne vont pas aller chercher des stars, ils ne vont pas aller chercher... Donc du travail, si on veut le faire de façon honnête, modeste, de façon archaïque et classique, c'est encore possible, ça va bouger. Mais vous avez, à mon sens, cette génération-là, où la transversalité, la rapidité avec laquelle vous pouvez accéder à tout faire, va vous permettre de prendre l'architecture comme vraiment encore plus des tremplins. D'ailleurs, c'est pas par hasard l'âge là qui se décline, de voir aussi la façon dont, les jeunes ont beaucoup plus de capacité à prendre simplement cette formation d'architecte, cette curiosité que donnent les écoles, comme un véritable tremplin vers des tas de métiers qui sont en partie encore à inventer grâce à cette formation, c'est sûr. Je rebondis un petit peu aussi par rapport à la pratique des jeunes architectes. Je pense qu'il y a aussi une question de non-choix, parce que finalement c'est de plus en plus difficile aussi d'accéder à des emplois stables. Moi j'ai eu la chance quand même de rentrer dans une agence et d'avoir un CDD puis un CDI, mais je vois pas mal d'étudiants qui sortent et qui sont auto-entrepreneurs. Donc voilà, c'est une des questions, et du coup on est un peu obligé de favoriser un peu de l'hétérogénéité des pratiques. Et de toucher un peu à plusieurs choses et de voir avec qui on peut travailler et de multiplier un peu comme ça les collaborations, que ce soit dans la recherche, dans la pratique ou dans tous ces gens. Et sinon, par rapport à la question de l'architecte dans la société, c'est vrai qu'elle peut être beaucoup plus diffuse, où finalement l'architecte n'est pas tout seul
voilà, bâtir la ville, mais il est inclus dans un espèce d'écosystème de pratiques qu'il faut peut-être plus, pas valoriser, mais savoir qu'il y a cette écologie de pratique, en fait. Je ne sais pas si c'est clair. Mais après, moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a comme il y a une tension entre deux choses, c'est-à-dire d'un côté, peut-être en effet, ce qui relèverait de la pratique architecturale dans des contextes, on va dire, métropolitains, du coup, avec une dimension peut-être en effet de grossissement des effectifs, complexification des compétences, avec une dimension de plus en plus intégrée, avec une dimension stratégique et tout. Puis peut-être de l'autre côté, en effet, moi je suis assez d'accord, c'est-à-dire dans des contextes qui sont beaucoup moins prestigieux, a priori, et qui, moi, me semblent être les contextes les plus excitants. C'est pour ça aussi que je citais l'architecture banale, à mon sens, de certaines architectures banales des années 60 à Grenoble, que je trouve vraiment fascinantes. Peut-être qu'il faut aller chercher justement des territoires où il y a... où on retrouve peut-être un rapport de proximité. Et peut-être que, en fonction des lieux, en fonction des territoires dans lesquels on exerce, on peut aussi transformer son mode de vie, en fait, qui est lié à cette profession. Voilà. Moi, quand j'étais étudiant, en effet, il y en avait qui disaient « mais il faut aller dans le Jura, il n'y a personne, il n'y a pas d'architecte ». Parce qu'il n'y avait pas d'école d'architecture, et ça semble être, pour certains, une vraie option, moi, que je trouve fabuleuse, c'est-à-dire aussi se dire, bah oui, en effet, aller dans des terrains qui sont moins concurrentiels, en fait, en réalité. Donc il y a peut-être deux logiques. Il y a peut-être une logique, en effet, concurrentielle qui va aller vers, quelque part, une forme de plus en plus entrepreneuriale et complexe du métier, mais peut-être que de l'autre côté, on pourrait y opposer une forme plus... je sais pas, moins, quoi. Voilà. Quelques éléments de pression. Juste un élément positif, moi, quand je suis sorti de l'école, le sentiment qu'on avait quand même, c'est qu'il fallait convaincre pour faire de l'architecture contemporaine. J'ai l'impression que tout ça est derrière nous, qu'aujourd'hui on en voit partout, que les maîtres d'ouvrage sont plutôt sensibilisés et qu'il y a un travail... peut-être pas dans toutes les petites communes, mais globalement, on voit plus de production que il me semble, qu'on pouvait voir à la fin des années 80. Ça va beaucoup mieux. Et je pense que là-dessus, effectivement, bien sûr, il y a toujours des gens qui sont rétifs, mais en réalité, on voit des choses, on peut aller visiter des choses dans toutes les villes, et partout, il y a des projets, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est plutôt positif pour amener des propositions. Le deuxième élément, enfin, moi, quand je parlais, il n'y a pas de doute, hein, on peut prendre du plaisir à concevoir n'importe quoi dans n'importe quelle situation, et c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on fait pour en vivre. C'est la dimension économique. Moi, il se trouve que je travaille beaucoup sur des bilans d'opération en ce moment, mais la part de rémunération qui revient à l'architecte sur une opération, elle est risible par rapport aux commercialisateurs, par rapport à ceux qui travaillent en amont sur le projet, par rapport à ceux qui vendent, ceux qui font le marketing. Enfin, il faut voir que là-dessus, il y a des tas de gens qui vivent sur la maîtrise d'œuvre et sur la production de bâtiments ou même d'aménagement urbain. Il y a des tas de consultants en sociologie, les études urbaines, c'est encore pire. La partie qui est réservée à la conception, elle tend à diminuer complètement. Donc c'est là où il y a une perte de pouvoir. Elle est économique, la perte. Elle n'est pas... Après, dans ces conditions, les commandes sont toujours aussi intéressantes. Enfin, je veux dire, mais c'est plus difficile pour en vivre et pour développer une vraie réflexion sur ces sujets. J'ai un peu clarifié de ce que je voulais dire. Juste deux choses qui me font réagir. Ce qu'a dit Naïm Naït, j'ai trouvé formidable ce que tu as dit quand Marcel Bouchon t'a demandé quelle était la vision du métier d'architecte, de la place de l'architecte aujourd'hui. Pour toi, c'était d'abord aux étudiants à l'école d'architecture d'apprendre ce métier, de faire changer, de dessiner notre futur métier, notre future place dans la société. Sylvain, je me souviens qu'on était étudiants ensemble avec Sylvain. Je me souviens qu'il était très très brillant, très créatif. J'ai peut-être plus du tout. Et assez vite, il a dit je ne veux pas être architecte, en gros, parce que ça me faisait presque trop souffrir, d'être architecte par manque de liberté. Et parce que tu sentais que tu ne pouvais pas en vivre, tu pouvais être à la fois libre et en vivre.
Mais par contre, je suis assez étonnée quand maintenant tu es dans un autre milieu, quand tout d'un coup tu prônes ce modèle anglo-saxon qu'on connaît tous, où c'est exactement ce modèle anglo-saxon ce qui donne. Tu parles toi-même d'une qualité architecturale qui a été tirée vers le monde ces dernières décennies en France, peut-être grâce à notre système français exceptionnel en Europe, de l'accès à la commande publique par le concours, par les agences de taille petite, moyenne. Donc, il me semble que toi, qui es un peu de l'autre côté maîtrise d'ouvrage, qui est décideur maintenant, est-ce que c'est pas aussi ton rôle de continuer à promulguer cette qualité architecturale qui peut se faire, peut-être pas dans les grands groupes, mais en restant libre et créatif et pas forcément en gagnant beaucoup d'argent? Effectivement. C'est bien de me rappeler, mais... On le sait. Non, alors, précision, moi je prône pas le modèle anglo-saxon, je dis pas ça, je dis que quand se développent les systèmes de partenariat public-privé, quand il n'y a plus d'argent public et que les collectivités ont besoin de l'investissement privé pour réaliser les opérations publiques, aujourd'hui les groupements, ce sont des groupements financiers, c'est-à-dire que c'est d'abord quand une collectivité veut faire un grand équipement, quand elle n'a pas la ressource financière pour le faire, elle s'adresse au secteur privé qui va chercher alliance avec des organismes financiers. Et donc, c'est d'abord le banquier, ensuite le constructeur, et à la fin, le concepteur ou les concepteurs, c'est un prestataire dans un groupement énorme. Donc, quand je dis je prône rien, je fais juste le constat, c'est que pour arriver à faire des propositions architecturales dans ce contexte économique-là, je pense que c'est peine perdue si la maîtrise d'œuvre ne s'organise pas de façon différente que ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que tant que c'est une prestation de service pour un banquier, je pense que le banquier, c'est le cadet de son souci de savoir si tel choix sera fait sur le projet. Donc on ne peut pas peser dans ce système-là en étant organisé comme on l'est aujourd'hui. C'est simplement ça que je veux dire. Je ne prône pas un modèle ou un autre. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce sont ces puissances-là qui dominent, et le fait qu'il y ait moins d'argent public, ça va encore affaiblir la capacité des maîtres d'ouvrage publics à orienter les projets, et ça va faire émerger encore plus le pouvoir des organismes financiers et des grands constructeurs, parce que c'est eux qui investissent. C'est tout. Qui répond ? Bon. Alors, je ne suis pas le représentant du gouvernement. Non, mais c'est le costume. Ouais, c'est le costume. Juste pour illustrer très concrètement ce que je viens de dire. Aujourd'hui, il y a un vrai problème de finances publiques. C'est pas qu'un choix politique, c'est grosso modo, il y a plus d'argent. Une ville comme Marseille, par exemple, c'est une ville qui est extrêmement endettée, qui est à la limite d'être sous tutelle de l'État. Et donc, quand il y a des besoins, c'est une agglomération qui est en grande difficulté sur le plan de ses infrastructures. Quand elle veut développer un projet, elle n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de avoir recours au secteur privé pour financer ça.
Donc ce que je veux dire, c'est que c'est une dynamique qui dépasse largement, à moins d'une révolution globale sur le système fiscal et une redistribution aux collectivités, à court terme, les choses vont rester dans ce sens-là. On parlait de commande publique sur le logement, c'est ce que vous évoquiez. Là, la démarche qui est engagée, pour votre information, c'est un processus de concentration des bailleurs sociaux. Donc c'est de la commande publique, mais en fait c'est des sociétés privées qui se regroupent. Donc il y a encore quelques offices publics, mais donc qui ont un comportement identique au secteur privé en fait. Donc il y a des obligations légales qui sont un petit peu différentes. Mais en réalité, les comportements des acteurs économiques vont être assez proches. Donc la marge de manœuvre va être encore plus réduite. Par contre, ça c'est le secteur public. Par contre, moi j'ai le sentiment, enfin je ne suis pas spécialiste et je ne suis pas dans la profession, donc je n'ai pas de conseils à donner, mais j'ai le sentiment qu'il y a une appétence pour l'architecture qui est là, qui est dans les médias généralistes. Moi je le redis parce que il me semble que quand je suis sorti de l'école, ce n'était pas le cas. Et je pense que la commande privée n'est pas à négliger, parce que là, quand on est face à un maître d'ouvrage privé, un particulier qui a envie d'une architecture de qualité, effectivement, là, il y a un dialogue qui peut s'installer. Et là, il y a des conditions nécessaires à faire quelque chose d'intéressant. Mais je pense qu'il y a différents marchés, en réalité. Hein, donc, voilà. Donc, il faut peut-être choisir les marchés où il y a encore des choses à faire. Pardon. Mais peut-être, je pense, à un moment aussi, il y a besoin de... En même temps qu'il y a une invention, enfin la question de la forme, comme je disais, qui est au centre, mais peut-être qu'on a besoin aussi d'inventions un peu administratives, économiques, juridiques aujourd'hui. Je pense qu'on ne peut pas, mais dans n'importe quel secteur, moi je dis même pour moi, par exemple, quand je fais des films, c'est la même chose, inventer des formes de production nouvelles. C'est-à-dire aussi, on ne peut pas faire l'économie, je pense, aujourd'hui, quand on est architecte ou quand on est dans n'importe quel secteur de la création qui convoque aussi une dimension un peu industrielle, de se poser des questions de droit, par exemple, en effet, et d'être assez pointu là-dessus pour arriver à trouver aussi des leviers ou des nouvelles formes d'organisation. Je pense qu'on en a besoin, en fait, en réalité. C'est ce qui est indiqué. Je veux dire, on a besoin aussi de cette invention, en fait, administrative. Moi, je vois, par exemple, je suis très, très en contact avec le bailleur social Actis, puisque, comme je travaille à la Villeneuve, je suis en lien avec eux assez régulièrement. En effet, ils ont un fonctionnement d'un organisme privé, avec des vrais problèmes. Mais ce que je trouve fondamentalement qui, moi, me perturbe quand je regarde leur mode de travail, c'est que, par exemple, ils n'ont aucune connaissance de leur patrimoine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait des locaux en convention, on voulait faire des travaux, personne n'était en capacité de nous donner les plans, par exemple. Et ça, ce n'est pas une question purement économique ou financière. C'est aussi, à un moment donné, comment... Est-ce que ces acteurs-là arrivent à s'intéresser aux espaces en fait, qu'ils ont et qui vont de toute façon durer plus longtemps qu'eux? Donc en fait, c'est aussi une dimension culturelle. Donc en fait, il y a toute la question de comment les acteurs en fait, de l'aménagement peuvent s'intéresser. Parce qu'avec peut-être moins d'argent, on peut quand même faire quelque chose. Mais je pense que du point de vue des architectes, ce qui doit, à mon avis, être quelque chose d'important, c'est d'arriver à se positionner aussi sur des modèles économiques, sur des modèles de droit, et en fait se taper le dur, quoi, parce que c'est dur. Mais je pense que là-dedans, il y a de la subjectivité possible. C'est-à-dire que c'est pas uniquement faire de la paperasse, et la subjectivité ne doit pas être uniquement la décoration du bâtiment. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi une forme de subjectivité à l'intérieur de ces processus-là, qui convoque les questions de forme, à mon avis. Juste un élément de contexte là. J'ai eu l'occasion de travailler avec Bernard Richel, que j'avais fait venir dans une conférence. On avait passé une soirée absolument géniale. Il m'avait dit une chose assez importante, c'est-à-dire que son agence, lui, elle était à l'équilibre, mais il gagnait pas d'argent sur son activité. C'est-à-dire qu'à titre personnel, l'ensemble de sa rémunération venait de ses conférences, de ses publications, etc. Donc il avait construit un modèle économique et il avait une stratégie d'accès à la commande qui était simple. Il disait, moi je cherche les situations où je serais en mesure de m'exprimer et de développer ma pensée. Et donc il décidait de ne pas répondre à certaines commandes, mais il s'était organisé pour le faire. C'est-à-dire que, et donc pour mémoire, il y avait une agence avec deux activités, l'activité urbaine, aménagement, urbanisme, et une activité maîtrise d'œuvre classique avec son associé, c'est Richen et Roberts.
Donc l'activité architecture faisait des concours assez classiques, mais l'activité aménagement-urbanisme, il cherchait vraiment à développer une pensée en termes d'aménagement, et il s'était organisé d'un point de vue économique pour le faire. C'est-à-dire que voilà. Donc et je pense que quand on est architecte et qu'on a un peu d'ambition pour développer des choses, je pense qu'il ne faut pas faire l'économie d'une réflexion sur le modèle économique en disant, les macronistes diraient le business model, de ce schéma de production culturelle, ce que font les cinéastes, ce que font voilà. Et c'est vrai qu'on le fait, on n'apprend pas du tout ça dans les écoles, mais je pense que c'est la clé pour faire une production culturelle dans le monde d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle ou des personnes qui voudraient s'exprimer. Jean-Christophe, bien sûr. Marianne, tu peux. Pardon. Bien faire moi je suis plutôt du monde de l'ingénierie. Moi je vois d'une façon un peu distante de l'architecture, que j'observe en tant qu'amateur. Juste tout ce qui est formidable, il y a les 5, vous représentez 5 façons distinctes de l'architecture. Donc déjà, il y a un exemple en fait, ce qui est l'école il y a 30 ans. Si. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, déjà, dans l'école, 20 ans. Quelque chose, un vecteur, qui faisait que vous alliez advenir en tant qu'architecte à travers 5 façons différentes. Moi, je pense qu'en regardant le cursus de l'école, justement l'école depuis 5 ans, je pense qu'aujourd'hui, la proposition est encore beaucoup plus riche. C'est-à-dire que même au bout de la 2e ou 3e année, il n'y a aucun étudiant qui n'a pas déjà au moins une douzaine d'imaginaires possibles pour son étudiant. Déjà, je pense qu'il y a déjà une progression sur ça. Je voulais intervenir parce qu'il y a une sorte de décalage probablement entre la réalité des étudiants et la façon dont on travaille à l'école. Et le plus intéressant de ça, c'est que vous soyez 5 ou 6 titulaires dans la façon de. Donc, je trouve ça extrêmement optimiste. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que vous dissociez la question du modèle économique personnel, de comment on va vivre, de la façon de faire de l'architecture. Et je crois que ça aussi, si on interrogeait l'ensemble de l'architecture de première année, on serait extrêmement surpris. Il y a très peu, même en première année, qui imaginent être des maîtres d'œuvre au sens ordinaire. Ce n'est pas péjoratif du tout. Et surtout, déjà, ils imaginent qu'ils vont devoir inventer de nouveaux modèles économiques pour eux-mêmes et pour l'architecture aussi. On va peut-être conclure parce qu'on s'approche des 8 heures. Donc, l'Assemblée, les derniers mots ont été dits. Est-ce qu'on complète? Non, c'est bon. Alors, on peut peut-être vous laisser la parole pour une dernière conclusion. Il y a malheureusement pas assez d'étudiants devant nous. Peut-être un dernier mot que vous puissiez parce que c'est le plus important finalement, leur annoncer, qui concerne peut-être un peu la manière dont une école d'architecture pourrait être envisagée dans un futur plus ou moins proche, mais en tout cas pour vous, ce qui pourrait être important à ce sujet et qui pourrait être les quelques mots de conclusion qu'on pourrait apporter à cet échange. Ben, moi, de garder cette idée que, moi, pour avoir croisé en fait d'autres mondes qui seraient, bon là maintenant le monde du cinéma, mais aussi le monde de l'art avant, il me semble qu'il y a quelque chose d'assez fort et puissant en fait dans l'enseignement de l'architecture, qui amène en fait à une manière en fait de penser le monde et de penser des enjeux qui parfois peuvent être des repoussoirs, tels qu'on vient d'en parler, par exemple la question économique, mais aussi de penser simplement quelque chose de très important, c'est qu'il y a des gens qui vont habiter quelque part, quoi. Donc c'est de penser aussi qu'il y a des gens qui sont quelque part et qui seront, comme on appelle des usagers, j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas des habitants, je préfère. Et moi, je vois qu'en effet, à l'école, on apprend en fait, on confronte en fait à des rapports à la complexité. On se confronte aussi soi-même à des possibilités ou capacités de travailler avec les autres.
et de travailler sur des contextes. Et en fait, ces trois choses-là, je pense, sont des éléments qui ensuite peuvent permettre de travailler avec d'autres médiums qui peuvent prolonger en fait, des questions architecturales qui ne sont pas forcément la pratique architecturale au sens strict du terme. Mais ça donne, je pense, une possibilité d'apprendre le monde en fait, qui est assez joyeuse et assez forte. C'est ça que je garderais, c'est-à-dire que j'enlèverais la question de l'angoisse professionnalisante pour dire plutôt, bah oui, en fait, à l'école, on apprend à envisager la question du monde simplement. Et que ce qu'on apprend pendant ces 5 ans, en fait, on pourra ensuite les mettre à profit dans des situations qui se présenteront à nous, quoi. Je ne sais pas s'il ne reste pas beaucoup d'étudiants dans la salle, mais en tout cas, je serais assez optimiste sur la qualité et l'utilité, en tout cas, des études d'architecture. Oui, je rejoins un petit peu Naïm, en fait, et je prolongerai pour dire qu'en fait, la question d'expérimentation aussi est importante et que à l'école, on a l'occasion de le faire, mais je pense qu'aussi dans la vie professionnelle, on peut avoir la capacité de le faire, que ce soit en agence ou dans d'autres formes collectives ou artistiques, ou aussi dans la recherche. Et je crois que c'est cette notion d'expérimentation et de travail collaboratif qui est au cœur de l'architecture, peut-être. Enfin, en tout cas, c'est ma vision. Bon, alors, je n'ai pas préparé de conclusion, mais juste peut-être une chose sur laquelle on n'a peut-être pas assez insisté, c'est pour moi, encore une fois, je distingue la profession de la discipline. Et je crois que ce qui est absolument fondamental, c'est que les écoles doivent rester le lieu où on découvre une discipline et où on se passionne. Parce que, en fait, l'architecture, ce ne sont pas des métiers comme les autres, c'est des métiers qu'on fait par passion. Les gens, généralement, qui font ça, on ne fait pas ça comme on n'hésite pas entre, je sais pas... pas d'exemple. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose. Donc l'école, ça doit rester le lieu où on se passionne pour cette discipline. Donc ça, il faut trouver les moyens de le faire. Et ensuite, je vais rebondir par rapport à quelque chose qui m'occupe en ce moment. Donc, on est 300, on gère des tas de procédures très formalisées de financement, d'instruction de dossiers, de permis, d'autorisations diverses et variées. Et en fait, on a un sujet nouveau qui nous arrive, c'est l'impact de la numérisation des procédures de l'administration qui bouleverse complètement nos pratiques, nos métiers, etc. Donc, je ne sais pas comment l'enseignement doit évoluer, je suis très loin de tout ça, je connais très mal, donc je n'ai pas d'éléments à donner, mais j'ai le sentiment que, de toute façon, dans nos métiers, dans tous nos métiers, l'arrivée massive de la numérisation à toutes les étapes va transformer les pratiques professionnelles. Et donc, je ne sais pas si on peut vraiment se projeter dans l'avenir parce que les choses vont énormément changer. Et donc, quand il y a du changement, il y a toujours des opportunités. Donc, l'essentiel, c'est d'abord d'avoir cette passion et ensuite de participer au mouvement de transformation dans lequel il faudra trouver une place. Et ça, les écoles doivent préparer les étudiants, mais je pense que tout est à construire sur ce sujet. Pour rebondir sur la passion, il faut vous servir de vos professeurs. Ils ne vont pas tous vous plaire, ils ne vont pas tous vous parler, mais il y en a forcément un quelque part dans lequel ça va faire écho, ou d'autres, ou plusieurs, et c'est quand même des sources d'énergie pour se passionner, pour apprendre à aimer ce métier, et en étant passionné, après, on trouve une voie ou une autre, et en dehors d'organiser une pensée, d'organiser en fait, l'acte de réfléchir aussi bien sur la ville, aussi bien sur l'usage, garder toujours une curiosité et un éveil. Il faut aussi éduquer l'œil, il faut aussi éduquer le plaisir de la forme, le plaisir de la couleur, le plaisir de la matière. C'est comme la musique, c'est comme manger, c'est comme bien boire. L'architecture, elle peut produire même tout ça. Elle a dans son essence même
tout ce qui peut nous émerveiller et nous faire ressentir des sensations. Ça, l'école doit vous le donner et vous le donne forcément, cet éveil-là. Et la curiosité, quand on est curieux, on ne s'ennuie jamais et on arrive aussi à accéder à des tas de formes de plaisir. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ces études d'architecture. Et l'école est un berceau pour arriver à entretenir, découvrir cette passion. Bon, voilà, messieurs les orientaux. Donc on vous remercie pour cet échange. Et puis je crois que l'école a préparé une petite collation rapide oui, qui doit être le cas. à la cafette. Donc merci pour tout.